Je vais enchaîner dans une perspective un peu différente. Mais bon, je ne m'intéresse pas principalement au sport dans mes travaux, mais il reste qu'il y a 5 ans, dans un département de sociologie, c'était à l'UQAM, j'avais mis sur pied, c'était un excursus, un cours qui s'intitulait Sociologie esthétique du sport comme spectacle de masse. Et je m'étais intéressé au sport, non pas en tant qu'on le pratique, mais en tant qu'on le voit, en tant qu'on le commente, en tant qu'il nous fascine et en tant qu'il nous distrait. Je m'y étais intéressé tout simplement parce que c'est une forme esthétique. Aujourd'hui, il s'agit en fait de notre théâtre de masse. Il s'agit d'une forme esthétique qui est relativement nouvelle dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a encore 150 ans, on ne se massait pas comme on le fait aujourd'hui dans des stades pour regarder des gens courir ou enfin compétitionner à un titre ou à un autre. Et bien évidemment, pour des raisons techniques, on n'avait pas aussi toutes ces formes, disons, médiatiques, tous ces supports qui sont les nôtres aujourd'hui pour nous alimenter. Et ce qui m'a intéressé à l'époque, et c'est de cela que je vais partir, mais malheureusement, je n'ai pas de conférence type, alors j'ai repris 45 heures de cours et j'ai ramené ça à 25 minutes, là, donc je vais devoir un peu sauter aux conclusions puis faire des sauts. Donc dans la période de questions, on pourra éventuellement revenir sur différents points. Mais ce qui m'a intéressé, au fond, c'est de savoir ce que nous raconte le sport. De la même manière qu'on pourrait se demander ce que nous raconte Hamlet de Shakespeare ou ce que nous raconte une pièce de théâtre de Beckett, qu'est-ce que nous dit cette scène, quoi. Et au fond, comment elle fonctionne et quelle est sa spécificité. C'était assez nouveau qu'on s'intéresse au sport, disons à la fin du 19e, au début du 20e. Il y avait cette phrase, par exemple, de Stefan Zweig, un écrivain autrichien, qui avait dit « s'étonnant du phénomène, je sais qu'un cheval peut courir plus vite que l'autre, il ne m'intéresse pas de savoir lequel. » Et donc, on était confronté à une sorte de stupéfaction aussi, ou de rejet, ou de surprise de la part de bien des gens qui se sont inquiétés assez tôt de cette espèce de fascination pour le sport, quoi. Bon. Et je dirais, et c'est une hypothèse, et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je suis obligé d'un peu sauter aux conclusions, puis vite vous proposer en rafale quelques idées. Bon, je dirais que ce qui distingue le sport du théâtre, par exemple, c'est qu'au sport, on commence, ou on s'approche le plus possible, on incarne au plus près ce qui est de l'ordre, dans l'intrigue, du modèle actantiel. Le modèle actantiel, c'est une théorie sémiologique qui a été développée principalement au XXe siècle et qui consiste à dégager de toute œuvre littéraire et théâtrale, on pourrait dire, l'ossature. Donc, on a essayé de voir, au fond, quel était, dans notre tradition occidentale, le substrat de toute œuvre. Qu'est-ce qui est, au fond, à l'œuvre dans une œuvre. Et on a, développé ces notions qui sont aujourd'hui assez courantes, notamment depuis le courant structuraliste, à savoir que dans une œuvre, il y a une sorte de mission, là, qui est le destinateur, qui s'incarne dans un objet et qui consiste, en fait, en une sorte de quête par rapport à cet objet en vue d'un destinataire. Et là, l'exemple qui est typique, là, d'un roi qui est un émetteur, donc demande à un chevalier qui est un héros, ou un sujet, ou un protagoniste, d'aller chercher une fleur magique, imaginons un conte, quoi, qui est son objet, et de la lui remettre, donc l'émetteur étant en même temps le destinataire, le destinateur étant le destinataire. Et donc, dans cette quête, il va y avoir des opposants, des adjuvants, c'est-à-dire des alliés, des adversaires, et au fond, qu'on prenne l'Odyssée de Homère ou Hamlet de Shakespeare ou, je veux dire, une pièce de Racine, on aura toujours, au fond, cette espèce d'ossature. Et ce qui est intéressant quand on s'intéresse au sport, c'est que le sport, au fond, colle tellement à ce tableau-là qu'il en est en quelque sorte l'incarnation la plus élémentaire. C'est comme s'il s'agissait de mettre en scène au plus près de lui ce modèle actantiel. Tellement que lorsqu'on en analyse la théorie, on se rend compte que les concepts qui sont utilisés pour nommer les acteurs dans le drame ou dans la tragédie sont littéralement les mêmes que dans le sport, où on va dire il y a des attaquants, il y a des défenseurs, il y a des alliés, il y a des adversaires. Et au fond, c'est le modèle actantiel qui est utilisé pour, au fond, décrire et paraphraser l'activité sportive, tellement il s'agit, au fond, d'un théâtre élémentaire. Moi, c'est comme ça que je le présenterai, une sorte de théâtre élémentaire qui, et c'est ce qui fait qu'il est si accessible, qui représente, sur le mode le plus simple qui soit, la trame.
hein. Et au fond, la différence entre Hamlet et un match de sport, c'est qu'Hamlet, on sait exactement comment ça va finir, mais on ne sait pas comment on va nous le mettre en scène. Alors que le sport, on sait exactement comment on va nous le mettre en scène, mais on ne sait pas exactement comment ça va finir. Mais au fond, on aura de toute façon une sorte de dispositif élémentaire, hein, qui consiste, bon, le destinateur, ça pourrait être, bon, les entraîneurs, une sorte de public qui demande à un certain nombre de figures, hein, j'ai dit des stars pour être dans le star system où aujourd'hui opèrent les athlètes, qui ont des adjuvants et des opposants pour arriver à une quête qui est une coupe ou un championnat ou je ne sais trop quel triomphe, qui aura lieu dans le cadre d'un calendrier et qui aura pour destinataire c'est une foule en liesse qui s'associera d'une manière un peu fantasmatique à la victoire. Et au fond, si je me permets de cette introduction-là, c'est pour marquer une chose, à savoir que lorsque le théâtre consiste en un modèle actantiel, lorsqu'on nous renvoie au mode le plus élémentaire du théâtre pour, au fond, représenter de la tension, du drame, des quêtes, des conquêtes, des parcours, ce théâtre-là est évidemment facilement récupérable. C'est-à-dire qu'idéologiquement, il est très facile, ensuite, dans un deuxième temps, de greffer du sens à ce théâtre élémentaire. Et si le théâtre a été tellement prisé par les institutions de pouvoir dans l'histoire, c'est parce qu'il est facile de lui faire dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut greffer sur le sport des discours patriotiques, des discours nationalistes, des discours militaristes, des discours bourgeois, des discours patriarcaux, des discours régionalistes, colonialistes, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on fait dire au sport ce qu'on veut parce que c'est un théâtre élémentaire. On commence par le modèle actantiel et ensuite on injecte du sens par toutes sortes de mécanismes de propagande qui vont m'intéresser. Alors, en fait, ce qui m'intéresse donc dans un premier temps, je vais y aller en 4 points, là. Je vais vraiment pas excéder le temps qui m'est imparti. C'est de montrer dans l'histoire récente, de Pierre de Coubertin à Michel Foucault, en passant par Leni Riefenstahl et Umberto Eco, comment, au XXe siècle, disons, jusqu'à maintenant, le sport a été ce support idéologique, en tant qu'il est un spectacle de masse. Le cas de Pierre de Coubertin est intéressant. J'imagine que je ne vais pas le présenter. C'est le fondateur des Jeux olympiques modernes, un baron qui, avec d'autres aristocrates, se sont convaincus à la fin du 19e siècle de remettre au goût du jour ce rituel des Jeux olympiques, les Jeux olympiques dits modernes. Et au fond, on pourrait dire que le premier mythe qui a été étayé par ce groupe-là, c'est de postuler une filiation entre les Occidentaux qui remettaient au goût du jour cette pratique et les Grecs. Alors qu'on sait très bien que le sport moderne vient d'Angleterre. C'est essentiellement en Angleterre qu'on a, au fond, repris un certain nombre de pratiques sportives dans le cadre de clubs. Et ça, Éric Donning et Norbert Elias l'expliquent très, très bien dans un livre d'histoire sociologique célèbre sur la question. Je n'aurai pas le temps d'y revenir. Et au fond, le deuxième mythe qui a été mis en avant surtout par, je dirais, les commentateurs de l'histoire des Jeux olympiques modernes, c'est de présenter les Jeux comme étant un moment de paix, un moment d'amitié, un moment de joie, un moment d'allégresse entre les peuples, où tout d'un coup on enterre la hache de guerre et on se déclare notre amour mutuel à travers des compétitions. Bon. Au fond, pour Pierre de Coubertin, c'était tout autre chose, au sens où, nommément, pour lui, la pratique sportive consistait en une façon d'amener la jeunesse à conduire des entraînements militaires, mais sur un mode ludique. C'est-à-dire mettre à niveau les Français aux Allemands sur un mode détourné. Et quand on lit les articles de Pierre de Coubertin qui ont été recueillis dans un essai publié aujourd'hui sous le titre de la psychologie sportive et signé dûment par Pierre de Coubertin, on se rend compte que ce côté belliqueux du baron français ne faisait pas mystère. D'abord, la position de Coubertin, c'est de présenter le sport comme étant une source d'émulation en ce qui concerne la participation à la guerre chez les jeunes. Je le cite, je vais le citer souvent parce que souvent ces expressions se passent de commentaires. Les guerres de jadis avaient souvent un caractère peu sportif.
hein. Mais les guerres récentes ont déchaîné l'enthousiasme à un degré marqué et la jeunesse y a pris part avec un entrain évident. Ils s'en félicitent et ils montrent ensuite que, au fond, le sport n'est pas un ersatz de la guerre, c'est pas une façon de sublimer la guerre pour éviter qu'elle ait lieu, c'est au contraire une façon d'ennoblir la guerre. C'est que grâce au sport, maintenant, la guerre est une sorte de sport en soi, mais avec des règles, puis une noblesse, puis un art de chevaleresque, au fond, avec toute une sorte de mythologie qui n'a pas peu compté dans l'espèce d'ivresse dans laquelle les peuples se sont absolument engouffrés dans le charnier et la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918, qui est, je veux dire, tout à fait terrible sur un plan humain, mais qui a été, au fond, entamée en Europe dans la joie et l'allégresse, quoi. Et ce que de Coubertin écrit, hein, c'est qu'une des causes de l'élan juvénile dont nous venons de rappeler la vigueur pourrait être dans la préparation indirecte à la guerre que comportent les sports. Il dit un peu plus loin, les muscles ont été entraînés et certaines habitudes de la vie physique contractées, de façon à rendre l'homme beaucoup plus apte à affronter les fatigues d'une campagne. Les sports ont fait fleurir toutes les qualités qui servent à la guerre. Et là, je mets fin à la citation, mais je cite ces 4 qualités: l'insouciance, la belle humeur, la contumace à l'imprévu et la notion exacte de l'effort à faire. Et donc, il s'ensuit toute une sorte d'anti-philosophie qui porte le nom de philosophie dans les textes de Coubertin et qui consiste à vanter 3 choses dans la pratique sportive qu'il nomme l'automatisme, l'obéissance et l'initiative répétée. Et donc, je n'ai pas le temps de passer en détail ce qu'il en va de ces 3 concepts, mais je peux les résumer rapidement. L'automatisme, bon, mais le mot le dit, c'est un mouvement qui se reproduit de lui-même avec un minimum d'initiative personnelle. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, c'est un geste qui, on pourrait dire, ne passe pas par le cerveau, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un dressage qui est tellement, au fond, abouti, hein, chez les exécutants, qu'au fond, ils mènent les opérations qu'on les souhaite voir mener sans qu'eux-mêmes aient à réfléchir à ce qu'ils font. Donc ça, c'est une des vertus, quoi, de l'apprentissage par le sport. Le deuxième, c'est l'obéissance, c'est-à-dire d'accomplir un geste en tant qu'il est commandé et de l'exécuter conformément à l'ordre reçu. Et le troisième point, c'est le plus intéressant à mon sens, c'est pas pour rien qu'il vient en dernier, c'est que Pierre de Coubertin essaie de réduire cette troisième qualité à son minimum, c'est ce qu'il appelle l'initiative répétée. L'initiative répétée, c'est, au fond, considérer qu'il y a des moments dans l'exercice du sport comme dans l'exercice de la guerre où il faut faire preuve d'initiative parce que tout n'est pas prévisible sur un mode commandé et tout ne peut pas être de l'ordre de l'exécution. Mais le sport amène, au fond, les praticiens à avoir de l'initiative comme, au fond, comme si ce qu'ils sont amenés à faire sur ce mode initié-là répondait d'un ordre, quoi. Au fond, ce qu'il appelle l'initiative répétée, c'est une initiative qui ressemble à l'exécution, à un ordre, qui arrive au fond à imaginer la personne qui tout d'un coup se trouve dans une situation qui était au fond imprévue par le commandement. Je passe évidemment rapidement sur d'autres points parce que je n'ai pas le temps, mais il y aurait long à dire sur le colonialisme ou aussi sur la misogynie. Le sport a pour cette vertu d'amener le jeune homme à éviter le rapport aux femmes et à devenir homme sur le mode qui est le plus convenable pour lui, c'est-à-dire soit la guerre, soit le sport. Et donc là, il y a ensuite des passages absolument terrifiants sur cette question. Hein, le sport, c'est montrer aux autres et se prouver à soi-même qu'on est vraiment un homme. Hein, et c'est l'antidote à la rêverie littéraire, aux passions amoureuses. Le sport, dit de Coubertin, retarde et même supprime le travail artificiel de l'imagination. Il nous éloigne de la littérature aussi. À défaut de la guerre, le sport permet d'éviter la crise redoutable à laquelle est vouée toute jeunesse non sportive, et ce, afin de devenir homme sainement.